Mais ça montre bien, je veux dire, si nous on se balade comme ça ici au boulot, les gens vont nous regarder un petit peu bizarrement. Pour eux, c'est un petit peu naturel. Donc, Emmanuel, ça c'est une histoire à laquelle moi je suis confronté parce que je travaille avec pas mal de sociétés françaises en Chine et je vois des managers français qui sont implantés là-bas, ce qu'on appelle des expats là-bas. Ils sont là parfois depuis 4, 5, 6 ans. Alors il y a un problème d'acculturation aussi, ce qu'on appelle le culture choc, qui est le même schéma que le cycle des équipes. On se forme, ah, c'est super. Ensuite, c'est la catastrophe parce que ça ne s'est pas du tout passé comme on pensait. Ensuite, on s'organise un petit peu. Et ensuite, bon, bah, finalement, on passe dans la performance. C'est deux cycles qui sont tout à fait parallèles. Bon, en tout cas, il y en a, ils restent bloqués sur c'est la catastrophe, sur le culture choc. C'est-à-dire qu'ils habitent dans leur, ça s'appelle là-bas des compounds, ils sortent pas, ils parlent pas le chinois, ça les intéresse pas, ils regardent la télé française, ils écoutent France Info sur le net, enfin bon, vous voyez, c'est bon. Et d'un autre côté, vous avez aussi ces gens-là qui sont managers, et d'autres qui sont beaucoup plus implantés, qui sont même mariés là-bas, qui ont des enfants, qui parlent le chinois et tout ça, mais ils ont quand même ce problème de culture, c'est-à-dire qu'il faut manager des Chinois, et bon, tu vas en parler, mais je veux dire, un Chinois, avant qu'il vous dise non, faut vraiment lui poser des questions, genre comment est-ce qu'on écrit non, vous voyez, sinon il va pas vous dire non, des choses comme ça. Et donc, avec des déconvenus incroyables en permanence, surtout quand on fait de la gestion de projet. Il ne faut pas oublier que ces managers français là-bas sont aussi des gens qui sont managés par des managers en France. Et donc, ces gens-là se retrouvent vraiment entre le marteau et l'enclume. On aurait pu dire il y a quelques années entre le marteau et la faucille, maintenant c'est plus d'actualité. Mais ils se retrouvent vraiment coincés dans une situation où leurs managers ne les comprennent pas, mais en plus, les gens avec qui ils travaillent, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas compris. Alors, je voudrais bien arriver un petit peu à détricoter ça, et je pense que tu nous as préparé quelques slides par rapport à ça. Donc, encore une fois, excusez-nous, on va faire short sur les questions, mais je fais aussi short sur les présentations. Hein. D'accord, c'est bon, ce que je comprends en fait, c'est aussi une question que vous avez posée là sur les post-it ou même avant l'événement, c'est que vous demandez un petit peu comment on fait. C'est très bien tout ça, les Chinois, on nous dit que c'est pas facile, mais alors comment est-ce qu'on va communiquer avec eux? Comment on va faire pour, comme Marie-Hélène nous le disait, nous intéresser à eux, comprendre ce qui les motive pour pouvoir adapter, nous synchroniser, adapter notre communication et puis avoir après ça du coup des projets qui fonctionnent en accord avec ce qui a été prévu. Bon, la relation un petit peu entre le français et le chinois, là on l'a, de l'extérieur tout se passe bien, le chinois a envie de travailler avec le français, je pense, et puis le français aussi, il met de la bonne volonté. Alors cette représentation, je l'ai prise d'une couverture d'un livre américain qui était destiné aux Américains pour expliquer comment travailler avec les Chinois. Le livre c'est ça, Getting Along with Chinese. Bon, on voit que derrière, en fait, ce qui se passe derrière la réalité est différent. Enfin, ce que l'un pense de l'autre est complètement différent. Et c'est un petit peu ça qui se passe. Essayons de voir comment l'autre nous voit, et puis aussi moi d'adapter ma perception. Alors comment faire? Ben, je te propose rapidement, on n'a pas trop le temps, mais rapidement de voir les trois valeurs. Les valeurs, donc, elles vont occasionner les comportements, et les comportements vont occasionner les problèmes auxquels on fait face. Alors de voir les trois valeurs principales pour les Chinois, puis après de voir comment ça impacte la vie quotidienne et ça impacte les projets. Alors la première valeur qui, je pense, est très importante, c'est le taoïsme chez les Chinois. Lao Tzu, il a vécu 500 ans avant Jésus-Christ. Et alors, ce qu'on en retient, ce qu'on en voit aujourd'hui beaucoup, c'est le yin, le yang, le feng shui. Tout ça, ça vous parle un petit peu parce que c'est à la mode, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça impacte vraiment le business. Je donne l'exemple de notre manager chinois dans notre nouveau bureau. Il n'avait pas voulu déménager dans le nouveau bureau, dans le nouveau siège social, parce qu'il avait fait venir une géomancienne qui lui a dit qu'un mur n'était pas bien positionné. Il fallait modifier le mur. On a attendu 1 semaine, 2 semaines en disant qu'il déménagerait, il n'a pas déménagé. Au bout d'un mois, on a fait venir une entreprise de démolition, on a changé le mur de place. Et là, il a déménagé avec son équipe. Et il n'y avait rien à faire. Il était responsable commercial pour la Chine, incluant Hong Kong et Taïwan, et il n'a pas emménagé tant que le mur qui était pas feng shui n'avait pas été déplacé. Alors après, il y a l'immortalité, et puis il y a l'harmonie, être en harmonie avec l'environnement. Et le dernier point, celui-là, il nous impacte beaucoup dans les projets, c'est le fait de prendre une action quand c'est le bon moment pour la prendre. Donc on est en harmonie avec l'environnement. Si l'environnement n'est pas favorable, on ne va pas prendre l'action, on ne va pas bouger,
On va attendre que tel fournisseur ait donné un signe positif. On va attendre que tel virement sur le compte en banque ait été fait. On va attendre que tel dirigeant chinois ait dit quelque chose dans les journaux. Mais ça, on ne le dira pas. Enfin, nous, on ne le saura pas. Mais pour les Chinois, c'est évident. Il ne faut rien faire. Et ça explique pourquoi on voit dans les projets le stop and go, hein, quand on travaille avec les Chinois. Mais en ce moment, ça passe très bien. Mon projet, c'est extraordinaire. Puis au bout d'un moment, pendant 2 mois, il ne se passe rien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mais il se passe que les circonstances ne sont pas favorables. Et voilà. Et ça, c'est dans les valeurs. Donc, il faut y être attentif. Une fois qu'on le sait, après ça, on peut poser des questions un peu différemment. Et on arrivera à savoir ce qui ne va pas, finalement, si on en est conscient. Donc, merci à la Haute-Seu qui nous explique un petit peu tout ça. Puis qui dit aussi, cet homme sage commence par un pas quand tu as un chemin de milieu à parcourir. Une deuxième valeur très importante, je pense, qui a beaucoup influencé les projets, la culture chinoise, c'est le bouddhisme, avec, on va juste prendre 3 préceptes rapidement. Compter sur soi-même et pas se reposer sur les autres, ça veut dire qu'on est responsable, et voir le côté positif des choses, sans pour autant s'échapper de la réalité. Tout ça, ça va se traduire par une attitude toujours très pragmatique quand on va travailler avec les Chinois. Que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien, on est toujours attaché à des faits. Et finalement, quand on a ça en tête, c'est plutôt positif dans les relations qu'on a avec eux. Et alors le dernier précepte qui est important aussi, c'est que l'intérêt d'un individu doit être celui du groupe. Ça aussi, c'est important. Ça va répondre peut-être à certaines des questions que vous m'avez posées. Pourquoi est-ce que le Chinois va accepter ça alors que ça me semble incroyable? Par exemple, pourquoi ils acceptent que dans une famille, on ait le droit d'avoir un seul enfant? Quand on leur demande, pour eux, il n'y a jamais d'opposition. Parce que c'est l'intérêt du pays. Finalement, ils répondront, c'est l'intérêt du pays. Pour moi, c'est l'intérêt du pays. Je ne vois pas pourquoi j'accepterais pas quelque chose qui va dans l'intérêt de mon pays, de mon entreprise, de mon unité de travail. Donc, cet intérêt-là sera plus important que mon intérêt en tant qu'individu. Puis le troisième ensemble de valeurs, c'est le confucianisme. C'est très important aussi, et ça impacte énormément les relations qu'on a avec les Chinois. Alors la base essentielle pour Confucius, c'est la famille. On a des valeurs autour de la famille, du respect des ancêtres, la survie de la famille, coûte que coûte. C'est aussi la hiérarchie, l'importance de se positionner dans une hiérarchie, dans la famille. Donc le père vis-à-vis de ses enfants et vis-à-vis de ses parents à lui, le fils aîné vis-à-vis du fils cadet, le chef vis-à-vis de ses subordonnés, le maire vis-à-vis des personnes de la ville, ou le président vis-à-vis des gens de son pays. On a des relations essentielles où la personne qui est au-dessus a un devoir d'assistance aux gens qui sont en dessous, et les gens du dessous ont un devoir de respect. Et ça va être une valeur essentielle à respecter dans les entreprises, dans les projets ou dans la vie de tous les jours avec les Chinois. Donc il faut toujours se comporter selon sa place, selon son rang. Et puis la dernière valeur, je pense que Stéphane, tu seras d'accord pour me dire que c'est ce qu'il y a de vraiment plus important avec les Chinois, c'est de respecter la face. Voilà. Donc la face, c'est l'estime qu'on a pour soi, mais c'est respecter aussi son interlocuteur. Donc ne pas mettre en défaut un interlocuteur devant les autres. Et là, on peut faire des gros dégâts si on ne prend pas en compte le respect de la face de l'autre dans ses relations avec les Chinois. Donc voilà un petit peu les valeurs essentielles Confucius, donc qui imprègne beaucoup la pensée chinoise, qui incite à l'humilité. Hein, ne parlez jamais de vous. En bien, on ne vous croirait pas. En mal, on ne vous croirait que trop. Et alors, voilà ce que ça donne après. Quand on vit avec les Chinois, dans la vie de tous les jours, on va se rendre compte que l'image qu'on a est complètement différente. Nous, en tant qu'Occidentaux, et les Chinois, en tant que Chinois, alors l'image des Chinois est sur un fond rouge, l'image des Occidentaux ou du Français, elle est sur un fond bleu. Et là, je te propose d'illustrer le chef. Comment on voit le chef? Chez les Chinois, il n'a pas du tout la même taille que le chef des Français, qui est plutôt au milieu du groupe. Alors, en être conscient, ça permet déjà d'avoir un meilleur dialogue avec son chef, et puis pour le chef, d'avoir un meilleur dialogue avec son équipe. Après, la façon dont on va voir un problème aussi, une situation conflictuelle dans un projet très différente. En France, qu'est-ce qu'on fait avec un problème dans le projet? Comment on le traite? On va le mettre sur la table
Hein, on l'adresse, on le solutionne, on va le traverser, puis une fois qu'on a traversé le problème, on va plus loin. En Chine, le problème, c'est quelque chose qu'on doit éviter. On ne doit pas forcément s'en détourner, mais on ne doit pas rentrer dedans. On ne doit jamais rentrer dans le problème. Sinon, on perdrait la face, ou on ferait perdre la face à l'interlocuteur qui a généré le problème. Donc, on va le contourner. Alors, dans les projets, ça donne des situations très, très compliquées pour le chef de projet français. Il dit, mais là, comment je fais ? À chaque fois que j'essaye de rentrer dans ce problème, j'ai systématiquement tous les Chinois qui font barrière et qui m'empêchent d'y aller. Alors là, je voudrais donner un truc qui moi, m'a beaucoup aidé plusieurs fois. C'est les Chinois qui m'ont dit, mais qui m'a beaucoup aidé. C'est qu'on a le droit d'adresser un problème à condition que ce soit indirectement et que ce soit donc une tierce personne qui fasse le lien, qui aille chercher l'information et qui solutionne pour nous. Donc on va faire appel à une tierce personne qui sera peut-être un Chinois, peut-être un Français qui a une certaine sensibilité, qui va faire le travail pour nous, ce qui fait que vis-à-vis des autres, on a évité le problème, mais derrière, on a quelqu'un qui nous a soit donné les clés, soit qui a fait avancer la chose. Ça te parle ? Oui, complètement. Vas-y, continue. Alors après, il y a un autre aspect dans le projet qui est très important et sur lequel on a vraiment une vision, une approche qui est différente et qui peut nous bloquer, c'est le changement. Ce triangle-là, c'est le changement dans un projet. En France, on va rester un petit peu à l'écart. En Chine, on va le prendre et on va l'étudier, on va regarder ce qui se passe. On n'en a pas peur. Un changement, c'est quelque chose, au contraire, on va aller le chercher. Ah tiens, c'est le caractère chinois, on a vu tout à l'heure, qui veut dire risque. Le mot chinois, en fait, il est composé de 2 caractères. Il y en a un, c'est la chose bénéfique, et l'autre, c'est le danger. Donc ces 2 caractères chinois, ça veut dire un risque. Quand il y a un risque, je le prends, je regarde s'il n'y a pas une opportunité possible pour mon projet. Ou peut-être qu'il y a du danger, à ce moment-là, je le mets de côté. Mais on n'en a pas peur, on va au contraire essayer de se l'approprier dans la culture chinoise. Après, il y a le réseau, là, les relations. Alors là, c'est à droite, c'est un réseau très, très, très fouillis, parce que tous les Chinois connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre. Et leur réseau, ils l'appellent le Guanxi. C'est un carrefour à Shanghai aussi, ça. C'est comme ça qu'on travaille bien en Chine. Hein. On travaille avec son carrefour, avec son réseau. Si on doit aller acheter quelque chose, on va aller demander à quelqu'un s'il ne connaît pas quelqu'un d'autre qui ne connaît pas le vendeur. Puis on a le réseau de la famille, le réseau du travail, le réseau de l'école. Et finalement, avec tous ces réseaux, on arrive toujours à avoir une relation personnelle avec la personne avec qui on peut travailler. Or, pour les Chinois, la relation personnelle, c'est la base. Sur la relation personnelle, on va mettre une relation professionnelle. Alors attention, parce que nous, les Bleus, c'est l'inverse. On met d'abord la relation professionnelle, j'ai des collègues de travail, puis si ça se passe bien avec eux, on ira boire un coup, puis j'aurai peut-être une relation personnelle avec certains de mes collègues de travail. En Chine, c'est l'inverse. On inverse. Voilà. Après, la façon dont on se voit, dont le Chinois se voit dans son entreprise, dans sa société, dans son groupe, il est un élément parmi les autres, alors qu'en France, on se voit, il faut quand même avoir une estime de soi, et c'est important de se voir comme quelqu'un d'important, qui a des potentialités, qui peut réussir. Ça aussi, ça peut nous aider de comprendre ça. Et enfin, alors là, j'ai été un peu long, mais je réponds bien à je voudrais répondre à ta question avec cette représentation. Le Chinois va toujours, quel que soit son état d'esprit, donc là en haut on ne le voit pas bien, mais il est triste, il a été affecté par un événement qui ne se passe pas comme prévu. L'image que l'on montre vis-à-vis des autres, c'est une face toujours souriante, une face toujours égale, qui va faire plaisir aux autres. En fait, ce qu'on montre, c'est un sourire, c'est pas un sourire pour cacher le non, c'est pas qu'on veut pas dire non, c'est pas qu'on ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on veut faire plaisir aux autres pour qu'on puisse continuer avec une relation positive. Alors que le Français, s'il n'est pas d'accord, il va montrer qu'il n'est pas d'accord, il va râler, et le Chinois ne va pas comprendre, et là, on va aller au clash. Ah, c'est incroyable ça. Merci beaucoup. Alors, je pensais aussi à autre chose tout à l'heure. J'entendais très souvent cette question des managers français qui disent, bon, alors, je leur parle, je leur explique en long, en large et en travers, et puis je leur dis, t'as compris? Et le type fait oui, et puis en fait, il n'a rien compris.
Et enfin, c'est étonnant parce que la recette, il y a pas souvent des trucs, hein, sinon vous ne seriez pas là, vous auriez lu le bouquin et vous n'auriez même pas besoin de venir. Mais il y a une recette, c'est plutôt que de dire est-ce que tu as compris, c'est de dire bon, alors dis-moi les 3 choses qui te paraissent les plus compliquées. Et à ce moment-là, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on contourne le problème. C'est jamais pris bien en tête. Et juste parce que ça me vient à l'esprit, mais il y a un proverbe de Lao Tzu qui est enfin, traduit en français, ça serait le meilleur du meilleur, c'est comme l'eau. C'est-à-dire, tout est dans le flux, tout est dans la rivière. Ça nous ramène un petit peu aux idées de synchronisation, tout le monde avance ensemble. Donc, nous, si on fait le caillou, parce que c'est ça en fait dans ton slide, si on fait le caillou au milieu, bah, qu'est-ce qu'elle fait la rivière? Elle emmène le caillou et les gens ils sont tout le temps déstabilisés par rapport à ça. Est-ce que je vais prendre peut-être une intervention de maximum? Alors, ma question, c'est est-ce que 60 ans de communisme n'est pas une 4e influence par rapport aux 3 penseurs que vous avez cités avant? Bah, là, moi, je dirais, bon, c'est mon avis, mais moi, je dirais que s'il y a eu 60 ans de communisme et que, effectivement, ça a eu des influences, bah, c'est peut-être parce que, enfin, en tout cas, la façon dont ça a été, le communisme a été vécu en Chine, c'est relativement compatible avec ces valeurs. Donc, je pense que ces 3 valeurs, elles restent aujourd'hui. Peut-être qu'elles ont été un petit peu influencées, mais en tout cas, elles restent et elles ont été compatibles avec le communisme. L'intérêt du pays est plus important que l'intérêt de l'individu. L'importance de la hiérarchie, la famille. Voilà, je pense qu'il y a eu... la Chine a traversé cette période avec des valeurs qui ont peut-être permis de traverser. Donc c'est cette période, mais qu'aujourd'hui, c'est ces valeurs qui sortent de façon plus forte que les valeurs communistes. Le communisme n'a rien ajouté par rapport au... Si, oui, certainement, mais bon, là, ce serait difficile de revenir dessus. Là. Oui. Alors, on va prendre 3 questions alors, vraiment, c'est 30 secondes. On a un monsieur, un autre monsieur. Vous êtes en 4e, c'est trop tard, on n'y arrive plus. Mais de toute façon, rassurez-vous. Je voudrais quand même insister là-dessus. Vous avez des cartes de visite des différents intervenants, les 4 autres personnes. Moi, j'en ai pas. Qui sont sur la table où il y a la documentation, donc vous pourrez les contacter. Je pense qu'ils vont rester là aussi après, donc vous allez pouvoir aussi parler. Monsieur, ma question c'est génération Y et Chine. J'ai l'impression qu'il y a des similitudes, et est-ce qu'il y a une génération Y en Chine? Moi, je dirais oui, il y a une génération Y en Chine, parce que les valeurs, j'ai remarqué, moi, que quand on travaille avec des jeunes Chinois, il y a des choses qui ont beaucoup changé. Donc, ce que je dis est vrai avec les Chinois avec lesquels j'ai travaillé, mais c'était il y a une dizaine d'années, et j'ai déjà constaté aujourd'hui que ça changeait. Maintenant, est-ce que c'est vraiment en synchronisation avec ce que tu disais sur la génération Y? Je pourrais pas comme j'ai pas d'expérience avec ces gens-là aujourd'hui, je pourrais pas vraiment répondre. Moi, j'ai rencontré des Y chinois qui travaillaient avec des X français ou américains. Alors oui, juste pour dire que oui, ils se sont reproduits sur toute la planète. Alors évidemment, ils sont adaptés, hein, ils ont intégré sur un mode de construction avec les multimédias, parce que ça s'est énormément développé chez eux aussi. Ils ont intégré l'histoire qui leur a été transmise et la culture. On est encore dans du multidimensionnel, donc, mais il y a absolument des domaines en commun, des éléments en commun. Il y a peut-être une chose à ressortir, c'est l'aspect de réseau qui est très important pour les Chinois. Et moi, j'ai constaté que les Y d'aujourd'hui sont encore plus réseau. Alors, l'aspect SMS, Guanxi, enfin, se connecter, s'interconnecter et travailler spontanément avec les autres, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très, très fort avec les jeunes Chinois. Oui, absolument. Ils avaient déjà intégré ça bien avant les Y des Occidentaux. Oui, monsieur. Très rapidement, tout d'abord, merci Emmanuel pour ce retour. La Chine, j'y ai pas travaillé, mais je connais de par la famille. J'avais juste une petite remarque. C'est l'approche qu'on a en Europe et en particulier en France vis-à-vis de la Chine. Et d'ailleurs, je l'ai vu sur une coupure de journal, c'était du Nouvel Obs que tu as montré, avec on voyait en gros le mot la peur. Et c'est terrible parce que notre approche vis-à-vis de la Chine est drivée par la peur, comme d'ailleurs beaucoup de choses dans notre société qui est drivée par la peur, on a peur de tout. Et en particulier de la Chine.
Et c'est une très très mauvaise approche. Je pense qu'il y a un intervenant qui l'a dit, la peur annihile la curiosité, et c'est tout à fait vrai. Et juste ma remarque, c'était ça, il ne faut pas en avoir peur. De la Chine, il y a une vague et il faut surfer dessus, quoi. Et il y a plein d'opportunités, et on arrive à travailler très très bien avec la Chine. On arrive aussi à s'entendre très très bien, et les réseaux, c'est complètement vrai. Voilà. Et n'ayez pas peur des Y non plus. Hein. Non, bah, merci, je suis tout à fait d'accord. Oui, 100%. Monsieur, et après on passe à la suivante. La dernière question, c'est une problématique, en fait, je ne sais pas si vous connaissez une communication téléphonique avec des Chinois, entre un Français qui parle en anglais et un Chinois qui parle en anglais, le Français avec son accent et les Chinois avec ses difficultés à parler anglais. Et on a vraiment des problèmes de communication, on ne se comprend pas. En plus, vient se greffer à ça des problèmes de téléphone, de téléphonie qui n'est pas forcément parfaite. Et comment... Et la première cause qu'on a identifiée, parce qu'on arrive à se faire comprendre des Américains, les Américains sont d'accord avec nous pour dire qu'ils ont du mal à comprendre les Chinois. Donc la première problématique qu'on en voit, c'est le niveau d'anglais de cette personne. Ouais. Comment faire pour lui faire comprendre sans lui faire perdre la face. Ouais. D'accord. Alors, je voulais rebondir, on est à milieu de la solution, mais si vous aviez le premier pas, ça serait... Bon, je vous donne juste une petite pilule que moi j'utilisais qui a marché. Après, l'autre pilule, c'est que j'ai pris des cours du soir en chinois pour apprendre. Je parle pas couramment, mais j'ai appris les mots nécessaires pour au moins me faire comprendre dans le domaine des télécoms, là où j'étais. Je savais dire tous les mots techniques en chinois. Au moins, j'étais sûr qu'en disant le mot en chinois, c'était compris et qu'on savait de quoi en parler. L'autre pilule, c'est qu'en fait, j'ai remplacé les conversations téléphoniques donc par téléphone ou face à face par des mails. Et finalement, ils étaient très à l'aise. Même un bureau d'à côté, je leur envoie un petit mail. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux me donner cette information? Ils préféraient me répondre par mail parce que du coup, ils gardaient la face parce qu'eux n'étaient pas à l'aise non plus de ne pas bien parler anglais. Mais en me répondant par mail, ils étaient beaucoup plus à l'aise parce qu'ils savaient que finalement, leur anglais écrit est beaucoup meilleur que leur anglais parlé. Donc finalement, ça marchait assez bien comme ça. Voilà. Quelques petits stratagèmes aussi que je pourrais peut-être ajouter, parce que j'ai à faire aussi des entretiens de gestion de carrière par téléphone avec certains Chinois. Et il y a des méthodes qui fonctionnent parce qu'on est obligé aussi de fonctionner par téléphone et qu'il faut utiliser, qui sont tout simplement de prétexter quand on n'a pas bien compris un mot qu'il faut leur faire répéter 3 fois. Et qu'on sait qu'ils peuvent s'en offusquer, de prétexter que la ligne téléphonique est pas bonne, que ça a coupé, etc. Intégrer ces modes de fonctionnement parce que voilà, ça fait partie de ce qui va les conforter, ne pas leur faire perdre la face. À la fois, et le chat, oui. Chat à la fois avec le mail, le chat, ouais. Et Skype aide beaucoup à ça, d'ailleurs. Bon, je vous remercie beaucoup. On va pouvoir continuer après. Maintenant, j'ai une autre histoire, mais là, c'est plus une histoire chinoise, c'est une histoire autrichienne. Et là, je me tourne vers Jean-Claude. Il s'agit d'une dame qui s'appelle Anna. Et Anna travaille dans une organisation, dans une équipe qui a un rôle aussi bien technique que légal. Elle offre du conseil légal et technique, donc très forte connotation de service. Et elle a participé à la création de cette équipe il y a 5-6 ans, et maintenant, elle a de 5 personnes, c'est passé à 20 personnes. Et elle était membre de cette équipe. Il se trouve que depuis quelques mois, elle est devenue, donc Anna, elle est devenue responsable de cette unité. Donc, elle a pris le poste de manager. Et la première chose qu'elle a faite, alors que elle était dedans, quoi, elle a mis son bureau de l'autre côté du couloir. Et elle envoie des instructions par email ou par coup de téléphone. Elle passe jamais à la porte pour aller de l'autre côté voir ses gars. Et elle me dit, c'est bizarre, je comprends pas, mais il me parle plus de la même manière. Et alors, en plus, elle est devenue, pour prendre des mesures pour corriger ça, elle est devenue, alors justement, le mot que tu utilisais tout à l'heure, autocratique. Et elle n'arrive pas à entendre qu'il faut qu'elle se rapproche de ces gens. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut en entendre, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Alors c'est très souvent le problème du management, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la présentation. Quand on est manager, on a l'impression, dans l'ancienne rhétorique, qu'il faut rester à l'extérieur, qu'il faut se mettre à l'extérieur pour garder son pouvoir. En réalité, il y a beaucoup de mots qui ont été dits dans les dernières minutes et qui m'ont frappé. Par exemple, la peur. La peur, c'est pas la réalité qui nous fait peur, c'est notre fantasme qui nous fait peur. Quand on voit sur l'autoroute un accident, je la fais très courte,
on voit qu'il y a évidemment un embouteillage pas possible. Les gens ralentissent parce qu'ils veulent voir. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent voir? Pourriez-vous dire que c'est parce qu'ils sont voyeurs, ils ont envie de voir du sang, des choses. C'est pas du tout ça. En réalité, ce que l'on voit nous fait toujours moins peur que ce que l'on imagine. Et en fin de compte, tout de suite après, on redémarre et on roule à la même vitesse qu'avant parce qu'on a réussi à intégrer une réalité qui nous fait moins peur. Tant qu'on n'est pas arrivé à l'accident, on s'imagine, voilà. Donc tous ces mots, et par exemple la peur de diriger une équipe quand on ne l'a pas encore fait, et surtout la difficulté, me semble-t-il, c'est que on va tout à coup diriger une équipe dont on faisait partie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va justifier tout à coup qu'on prenne le leadership de cette équipe? C'est quelque chose qui est assez difficile à intégrer. Je vous dirais que c'est un cas de coaching qu'on rencontre très souvent. C'est quelque chose qui nécessite certainement un accompagnement la plupart du temps parce que c'est pas facile. Il faut arriver déjà soi-même à changer de posture et il faut arriver à faire en sorte que les autres comprennent qu'on a changé la posture. Mais moins ce changement sera visible, moins il sera important et plus il se fera et plus disons que le management pourra reprendre une tournure normale. Probablement Anna a peur de cette situation déjà au départ et ça me rappelle aussi un groupe d'étudiants que nous avons rencontré l'autre jour, des étudiants en droit qui disaient mais là maintenant je sais tout ce que je dois savoir pour être avocat mais je sens bien que je ne suis pas avocat. J'ai encore des choses à apprendre, il va falloir que je passe d'un état de connaissant à un état de utilisant. Et ça ne va pas être forcément facile. De la même manière, dans le management, on ne passe pas très volontiers d'une situation dans laquelle on suit à une situation que tout à coup on déclenche et qu'on doit en plus organiser. Nous mettons des cadres, des systèmes en place, parce qu'ils nous donnent la mesure, ils nous disent comment il va falloir faire, mais ils ne nous disent pas comment nous-mêmes nous allons nous comporter là-dedans. Évidemment, je pourrais faire un petit retour à la PCM, mais je crois qu'on a parlé la plupart du temps, des mots comme respect, à mon avis, sont très utiles, que ce soit en Chine ou que ce soit chez nous. Essayer de connaître l'autre, essayer aussi de se dire au départ que quoi qu'on voit de lui, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qu'on n'a pas encore vu et qui peut être une bonne surprise. Nous avons tous des jugements instantanés, hein, on est comme ça, on n'arrive pas à s'en empêcher, on voit quelqu'un et on se dit tiens, celui-là, il a l'air intelligent. Et à partir de là, tout ce qu'il va dire, au départ, on lui donne un peu plus de crédit que ce que ça mérite. Hein. Et tout à coup, on se dit, mais je sais pas comment, ça doit être son costume, parce que... Voilà. Ou alors, au contraire, on se dit, mais celui-là, il a une tête d'abruti, ou celle-là, etc., etc. Et en fin de compte, quand on fait ça, on se prive déjà d'une notion. C'est que dès l'instant où on va donner un qualificatif du type c'est bien ou c'est mal, on entre dans une conversation interminable parce que nous avons tous notre vision des choses. Si on se range plutôt derrière quelque chose comme il y a ce qui marche et il y a ce qui ne marche pas, il y a ce qui est utile et il y a ce qui n'est pas utile. Je ne me souviens plus de ton sergent-major tout à l'heure, je ne me souviens plus de son prénom, mais par exemple, si une personne met quelque chose en place et s'aperçoit que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'elle fait généralement? Elle fait plus de ce qu'elle a déjà fait et qui ne marchait pas. Si bien que ça marchera encore moins et que finalement elle en fera encore plus pour essayer de changer les choses. Et c'est ce qui se passe avec le sergent-major qui reste un peu rivé sur ses nécessités. En réalité, si elle se demandait, mais en quoi est-ce que ces retards posent réellement un problème? Comment est-ce que je peux m'arranger à l'intérieur de ces modifications arbitraires dans mon cadre? Comment est-ce que je peux vivre avec ça? Et est-ce que finalement, c'est vraiment aussi dérangeant que ça? On ne peut pas agir sur les autres, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est vrai qu'on ne peut absolument pas agir sur les autres, on ne peut agir que sur soi. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est minimiser ce pouvoir qui est extraordinaire. Je ne reviendrai pas sur les questions de la PCM parce qu'on n'a plus le temps, mais ce pouvoir que nous avons sur nous-mêmes, ce que nous faisons ici tous les 5, et avec évidemment Christian Jacques qui l'a organisé, c'est essayer de donner des guides, des lignes, mais surtout de démontrer dans l'ensemble, d'une façon assez objective, que c'est possible. C'est possible de tout arranger. On a vu toutes sortes de problèmes, toutes sortes de différences. Ces différences, au lieu de se demander en quoi elles nous empêchent, eh bien, j'espère qu'on a donné un peu l'idée que ce serait mieux de se demander
comment est-ce qu'on peut les récupérer à notre avantage? Comment est-ce qu'elles peuvent tout à coup être utiles pour nous, utiles dans notre vie? Et comment est-ce qu'on peut s'en arranger? Essayons non pas tous de devenir des Y, mais essayons d'être peut-être un peu plus adaptables aussi nous-mêmes, aux autres, aux situations qui nous dépassent, aux difficultés qu'on va rencontrer. Il y a deux façons de voir un obstacle. On peut se dire que ça va être quelque chose, ça va être une épreuve qu'on va devoir surmonter, ou on peut se réjouir en se disant, de l'autre côté de cet obstacle, quand je l'aurai franchi, je serai quelqu'un d'autre, avec une capacité de plus. Il n'y a plus rien à dire. Bon, pour celui-là, je pense pas que ça vaille le coup de prendre des questions, excusez-moi, parce que là, on est vraiment... c'est malheureux, mais bon, déjà, merci beaucoup. Non, et puis en plus, on est vraiment à la limite du temps. En tout cas, je voudrais tous vous remercier. Et maintenant, je repasse la parole à Monsieur Bonetto.